Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce deuxième épisode sur la décision. Précédemment, nous avons vu que la majorité de nos décisions étaient irrationnelles et que nous étions sous influence, en particulier des biais cognitifs et du bruit. Aujourd'hui, de nouveaux personnages montent sur scène. Le cerveau et les émotions. Et nous finirons par quelques conseils. Voici maintenant la deuxième et dernière partie. Nous utilisons deux modes de décision qui correspondent à deux modes de fonctionnement du cerveau, le système 1 et le système 2. Le système 1 est le mode automatique que nous utilisons par défaut, appelé aussi MMA, mode mental automatique. C'est là où nous stockons tout ce que nous savons faire sans y penser. Nous y gérons tout ce qui est connu et simple. C'est notre bibliothèque mentale et 90% de nos actions sont réalisées par le système 1. On y applique des réponses connues, acquises par l'expérience, en y associant des ressentis positifs ou négatifs. Et cela nous permet de prendre des décisions qui sont dites intuitives. Ce mode de fonctionnement est très économique en énergie. Et comme le cerveau est notre deuxième consommateur d'énergie, il applique la loi du moindre effort. Prenons l'exemple du pompier qui intervient dans une maison et qui fait ressortir immédiatement son équipe. Et la maison explose. On demande à ce pompier pourquoi il a pris cette décision de faire ressortir son équipe. Il répond: sur le coup, je ne sais pas, mais après analyse, il s'avère qu'il y avait quelque chose d'anormal dans cette maison. Elle était silencieuse. Or, le feu fait du bruit. Deuxième exemple, le champion d'échecs qui participe à des parties multiples. On lui demande pourquoi il a joué tel coup. Il répond: je ne sais pas, je sais simplement que c'est le coup que je dois jouer. Et vu la rapidité avec laquelle il effectue chaque coup en passant d'un échiquier à un autre, il utilise bien le système 1, mode de pensée rapide, souvent symbolisé par un petit lapin. Mais dans certains cas, le cerveau n'a pas le choix, il doit passer à un autre mode de fonctionnement et passer au système 2, qui est dit mode adaptatif, MMP, mode mental préfrontal, où il va devoir gérer de l'inconnu et du complexe. Et cela représente que 10% des actions d'un être humain. Il va développer une pensée lente et réfléchie qui va s'appuyer sur la logique et l'analyse rationnelle. Ensuite, il enregistrera cette décision associée à une émotion positive ou négative dans le système 1. Ce mode de fonctionnement demande des efforts et donc très coûteux en énergie. Prenons le cas de la Ford Pinto. Cette voiture a été fabriquée dans les années 70. Le constructeur Ford savait que cette voiture présentait un grave problème de conception dès le départ. La voiture explosait, prenait feu, au moindre choc à l'arrière, c'est-à-dire à partir de 30 km à l'heure. Pourtant, Ford a décidé de ne rien faire. Voici le raisonnement logique suivi par Ford. On devrait s'attendre à 180 décès par an, à 180 blessés graves et à environ 7000 voitures détruites. Compte tenu qu'une vie humaine sera dédommagée pour 200 000 $ et que les blessés graves le seront pour 67 000 $, faisons les calculs. Il reviendra beaucoup moins cher de dédommager que de réparer les voitures. Cette décision est choquante, mais elle fait appel à un raisonnement purement analytique. Comment Ford aurait-il pu décider autrement? Pas de bonne décision sans émotion. C'est ce que nous dit Damasio, le grand spécialiste du cerveau, la référence en la matière, grand neurologue. Il disait exactement: sans émotion, vous prenez de mauvaises décisions. Et il l'a constaté chez ces malades qui avaient eu des lésions cérébrales graves et qui n'avaient plus d'émotion. Donc face à la décision, deux cas de figure. Soit ces personnes-là ne prenaient aucune décision, elles en étaient incapables, soit elles prenaient toujours de mauvaises décisions. Donc, ce que dit Damasio, c'est qu'il ne faut pas opposer émotion et raison comme l'a fait Descartes. Même d'une manière générale, on pourrait dire que l'émotion précède la décision. Et on peut très bien le constater lorsqu'on est face à un danger. La première chose qu'on ressent, c'est une émotion, c'est la peur. Et cette peur va nous faire prendre une décision. La plupart du temps, c'est de fuir le danger. Et c'est bien parce que l'émotion précède la décision. Et plus l'émotion sera forte, plus on va la mémoriser, plus on va s'en souvenir. Comment décider? Quelques conseils pour décider. Premier conseil, favoriser la collégialité. Cela signifie qu'il faut laisser s'exprimer des personnes ayant des avis différents. Il faut même encourager les personnes qui ont des avis différents pour avoir une vision complète de la situation. On peut imaginer cela sous la forme d'un tour de table où on demande à chacun d'exprimer son avis
Et si jamais parmi les participants il y a quelqu'un qui détient une autorité, un pouvoir, cette personne-là doit parler à la fin du tour de table. En fin de compte, l'objectif c'est de collecter le maximum d'informations pour avoir une vision complète de la situation. Ensuite, il faut prendre du recul pour laisser décanter les idées et laisser émerger de nouvelles idées. Le fait de prendre du recul est aussi un moyen de prendre conscience des biais cognitifs et de les réduire. Il est à noter que certaines situations imposent des décisions à prendre en urgence. Dans ce cas, on prend la décision immédiatement et on l'associe à des mesures pour sécuriser la décision. Structurer le jugement, c'est important pour ne pas se laisser emporter par l'impression générale. Il faut donc ajouter des critères explicites objectifs sur lesquels s'appuyer pour décider. Enfin, il faudra hiérarchiser les options avant de décider. Il est même essentiel de s'appuyer sur l'intelligence émotionnelle pour mettre des mots sur ses émotions, se demander quelles sensations physiques je ressens, quelles pensées j'ai. Chercher la contradiction, c'est un peu jouer le rôle de l'avocat du diable, c'est se poser des questions de façon négative, du genre qu'est-ce qui ferait que mon idée ne serait pas la bonne. Discuter des incertitudes permet de mettre à plat ces incertitudes et de les réduire. Apprendre des échecs, c'est extrêmement important parce que, en effet, quand on prend une décision, on a tendance à penser au succès passé, mais on ne pense surtout pas aux échecs qu'on a mis sous le tapis, qu'on essaie d'oublier à tout prix. Prenons le cas des Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont fait un audit concernant les avions de combat qui revenaient donc du champ militaire. Ils ont regardé où étaient principalement visés ces avions. Ils étaient visés principalement au niveau des ailes, donc on a renforcé les ailes. Puis on a renvoyé ces avions au combat. Oh, effet nul! On a oublié de regarder les avions qui étaient tombés définitivement sur le champ militaire, qui n'étaient pas revenus. Parce que là, on aurait vu que ces avions-là étaient visés principalement au niveau du réservoir, et c'était le réservoir qu'il fallait protéger avant tout. On peut s'aider aussi d'outils d'aide à la décision, comme l'arbre de décision, comme la matrice de décision et comme la balance de décision. Et pour finir, je dirais qu'il faut accepter qu'il n'y ait pas de décision parfaite. Nous sommes imparfaits et nous essayons de prendre les meilleures décisions que nous pouvons. En conclusion, je citerai Damasio, notre grand spécialiste du fonctionnement du cerveau. Nous ne sommes pas des machines logiques avec des émotions, nous sommes des machines émotives qui sont parfois logiques. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.